Je crois que ce que je préfère à Mayotte, c'est cette lumière si particulière. Notamment à l'aube ou au moment du coucher de soleil, quand les teintes orangées, roses ou violettes se mélangent avec l'horizon de l'océan. Si vous avez la chance de prendre la barge à ce moment-là, vous ne pourrez qu'apprécier le spectacle. Mayotte, vous en entendez parler dans les médias. C'est ce petit bout de France dans l'océan Indien, un archipel situé entre Madagascar et les Comores où vivraient environ 320 000 habitants. Un chiffre qui fait débat, comme beaucoup de choses à Mayotte. Car ici, dans l'île au parfum, règnent les paradoxes. D'un côté, la beauté du territoire. L'un des plus grands lagons fermés au monde, 1500 km² de sanctuaires sous-marins, des eaux turquoises riches d'une incroyable diversité d'espèces, poissons multicolores, tortues majestueuses ou encore baleines. Pourtant, sur Terre, le contraste est brutal. Alors qu'elle abonde tout autour, l'eau manque cruellement aux Mahorais. Sécheresse, coupures, pénuries, infrastructures fragiles, le quotidien est rythmé par une ressource vitale, devenue trop rare. L'eau ici est donc tout à la fois une promesse et un combat. Promesse d'un futur où cette ressource précieuse pourra continuer à nourrir et à protéger les générations à venir, et combat parce qu'elle manque cruellement, de plus en plus menacée par le changement climatique et les pollutions créées par l'homme. Je suis Lola Fourmi, je suis journaliste et aujourd'hui je vous emmène découvrir cette réalité contrastée en rencontrant celles et ceux qui vivent cette tension au quotidien, qui se battent pour leur île et ses traditions, qui proposent des solutions et rêvent d'un futur où l'eau ne serait plus une lutte, mais un droit accessible à tous. Bienvenue dans Mayotte, le défi de l'eau, un épisode du podcast L'eau, notre bien commun. Pour commencer, j'ai voulu comprendre à quoi ressemble l'accès à l'eau ici. Comme souvent à Mayotte, je vois des files d'attente devant l'une des fontaines installées ici à Bandrélé. Un homme remplit des bidons qu'il charge dans une brouette. Et derrière lui, une habitante à qui j'ai demandé de me raconter un petit peu ce quotidien. Moi, je m'appelle Mahmoud Mouanam ici. Là, on est à l'écomusée de Bandrélé. Il y a une borne pour que les personnes puissent prendre de l'eau. Il y a aussi la galère pour avoir de l'eau. Et qu'il y a beaucoup de monde qui amène leurs brouettes et leurs seaux pour venir prendre de l'eau. Et comme c'est la galère, il y a beaucoup de monde qui descend. C'est quoi concrètement avoir de l'eau à Mayotte, ça se passe comment ? Au robinet, il n'y a pas tout le temps de l'eau. Et du coup, déjà premièrement à la maison, on a des seaux ou bien des cuvettes qui ont des couvercles pour qu'on puisse fermer l'eau et que les moustiques ne puissent pas rentrer. Et du coup, on stocke notre eau là. Une fois que c'est fini et qu'il y a une coupure d'eau, on essaie de descendre, chercher là où il y a des bornes d'eau. Du coup, on descend ici, amener notre seau et remplissez notre seau pour remplir à la maison aussi. Vous êtes habitué ? Oui, on est habitué carrément. Oui. Une habitude née des premières crises de l'eau à Mayotte. Dès 2016, la sécheresse frappe l'archipel. C'est la mise en place des tours d'eau. Au robinet, l'eau ne coule désormais que certains jours afin de préserver la ressource. L'année 2023 est marquée par une crise historique. En septembre, les habitants doivent vivre sans eau 2 jours sur 3. En cause, le manque de ressources, mais aussi et surtout d'investissements dans des infrastructures inadaptées et défectueuses. Puis arrive 2024, le cyclone Chido, qui est venu aggraver la situation. Aujourd'hui, le constat est implacable. Aujourd'hui, 30% de la population mahoraise n'a pas accès à l'eau potable. François Flore, responsable zone de Mayotte pour l'ONG Solidarité Internationale. Le réseau d'eau publique ne couvre pas l'entièreté du territoire. Un chiffre aussi très marquant est principalement sur l'assainissement. C'est 90% de la population qui n'a pas accès à un assainissement aussi collectif. Les difficultés à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement ont un impact direct sur les maladies hydriques et favorisent les épidémies. On peut citer Santé publique France, qui met vraiment en avant un pourcentage très élevé d'intervention auprès des urgences du centre hospitalier de Mayotte. Si on prend les chiffres de l'ARS, c'est plus de 10% des activités des urgences du centre hospitalier qui est sollicité face à des conditions de précarité de l'eau. Sollicitée dès 2021, l'ONG Solidarité Internationale intervient désormais dans 21 quartiers de l'île.
pour apporter des solutions très concrètes, comme favoriser les conditions d'accès à l'eau à celles et ceux qui en sont privés. Notre réponse consiste à pallier à la discontinuité et à l'insuffisance du service de distribution d'eau potable pour les populations qui sont non raccordées au réseau et qui ne peuvent pas accéder forcément aux systèmes alternatifs comme les bornes fontaines ou la distribution publique. Ça passe par des donations de contenants et d'articles d'hygiène, mais aussi par des travaux de sécurisation des accès à l'eau communautaire. J'embarque donc avec l'équipe de l'ONG, parmi elles Émilien, le responsable eau, hygiène et assainissement. On s'est garé du coup pour accéder à Cardiavenza. Après, c'est plus praticable en voiture. Je le suis donc dans ce quartier de Kaweni, qu'on surnomme le plus grand bidonville de France. C'est une grande colline, autour et dessus il y a des centaines et des centaines d'habitations, bardées de tôles bleues fixées sur un sol en latérite poussiéreux. Ici probablement des milliers d'habitants. Bonjour, ça va ? Et c'est aussi l'un des quartiers qui a été le plus touché par le cyclone Chido en décembre 2024. C'est pour ça que l'ONG y a remis l'accès à l'eau en priorité. Donc du coup, on a une petite marche à faire pour accéder en bas du quartier. Et du coup, on a 2 points d'eau principaux équipés de cuves et un en bas pour les personnes situées juste dans le bas du quartier pour avoir accès le plus facilement, et un point d'eau en haut pour les personnes en haut parce que vu que le quartier est quand même assez escarpé. Ouais, là on voit, il faut monter, il y a un bon dénivelé quoi. Exactement, donc du coup c'est ça, pour éviter que les personnes transportent leur bidon d'eau sur des distances trop importantes. On essaye d'équilibrer les points d'eau pour que chacune puisse accéder au point d'eau le plus près possible à l'échelle d'un quartier quand même. Donc là on est face aux citernes. Oui, c'est 2 citernes de 2000 litres qui est alimentée par le captage en rivière, qui est en amont, et sur lequel nos relais communautaires procèdent à la chloration. Toujours dans l'idée de la réduction des risques et qui va être utilisé pour les besoins quotidiens, notamment se laver la vaisselle, principalement. Parmi ceux qui sont le plus mobilisés dans le quartier, Yasser, qui vit là depuis 1 an. Avant, il n'y avait pas ces cuves. Assez Solidarité Internationale, en collaboration avec MSF, qui nous ont apporté ces cuves. Comment c'était avant ces cuves, le quotidien ici, la vie ici ? Bon, le quotidien, c'était souffrant, c'était difficile parce que vous imaginez déjà, après Chilo, il n'y avait pas de tuyau. Du coup, pour s'approvisionner en eau, c'était difficile et compliqué. Donc, s'il n'y avait pas eu leur aide, je pense qu'on n'aurait pas pu... On aurait souffert. C'est bon ? Bonjour ? Ça va? Oui, et vous ? Mounira. Lola, enchantée. Enchantée. Allez, entrez s'il vous plaît. En fait, il y a mon mari, j'ai 3 enfants, il y a ma mère qui est là. Et avant, quand vous alliez chercher l'eau, ça prenait combien de temps par jour ? Bon, en fait, pour descendre jusqu'en bas là-bas, ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Parce que le dur, c'est de remonter, mais c'est pas de descendre. Oui, remonter, quand vous remontiez, vous mettiez l'eau... Vous rigolez ? C'est très très dur de porter un jerrycan de 20 ou de 10 litres jusqu'ici. C'est très très difficile. Si on arrive à aller chercher un bidon de 20 litres, c'est pour la journée surtout, pour préparer et boire en fait. Et alors, est-ce que quand même les citernes, elles ont changé quelque chose et quoi pour vous ? Oui, elles ont changé parce que déjà l'eau qui est dedans, il est un peu chloré. Il n'est pas comme l'eau qu'on prenait en vrac comme ça pour cuisson et les autres. Même on peut en boire sans problème. Mais le problème, c'est qu'il y a manque maintenant et qu'ils ne sont pas remplis tous les jours pendant ce mois, surtout pendant ce mois de juillet, parce que déjà l'eau est en quantité insuffisante dans le captage, dans la forêt, dans la rivière. Du coup, c'est très difficile en ce moment. Une sécheresse qui frappe la population, mais aussi les agriculteurs, comme Fondi m'a dit. Nous sommes à l'ouest de Grande-Terre et il cultive ici notamment de la vanille, une production qui lui a valu de nombreux prix, mais surtout ce qu'il prône lui, c'est le retour au jardin mahorais.
des cultures associées, un type d'agroforesterie bénéfique pour l'environnement et la préservation de la ressource en eau. Bienvenue dans le jardin Maoré de M. Fundi. On est où là? On est à Mabandajou, là. Une de mes parcelles de vanille. Je fais un peu de... C'est du jardin Maoré, culture associée. On est sur le bananier, sur les bananes, sur les cocos, sur les manioc, tout ça. La meilleure façon de cultiver, le fait qu'on a tout dans la parcelle. Parce que ça se protège entre eux. Là. Alors là, lorsque j'ai connu ça, j'ai dit, oh là là, on est sauvés. Ce qu'il faut peut-être faire, c'est d'aider les agriculteurs à récupérer l'eau de pluie. Parce que les saisons ont changé. Il y a la saison sèche qui prend plus de la place dans l'année que la saison de pluie. Donc il fallait penser plutôt à aider les agriculteurs à des petites installations, des petits bangas, avec des gouttières, avec une citerne à côté, pour récupérer l'eau de pluie. Moi, j'ai une citerne de 1000 litres que j'ai eu comme aide. Et puis voilà, avec les gouttières qu'on a mis là-dessus, sur un toit, avec des gouttières, et je récupère l'eau de pluie. Mais ce n'est pas permanent. Quand il pleut, que j'ai de l'eau. Quand il ne pleut pas, ben, j'ai rien. Est-ce que l'agroforesterie, justement, est-ce que c'est meilleur pour la ressource? C'est ce qu'il faut. Parce que quand il pleut, c'est grâce aux arbres là que l'eau pénètre dans le sol. Il faudrait que les institutions bougent un peu là, qu'il y ait une politique de reboisement dans toute l'île. Parce que sans ça, ben, je dirais que ça va tourner mal. Parce que l'eau, ça, c'est capital. C'est parce que l'eau est essentielle que Fundi Madi a décidé de s'investir. Il fait désormais partie du Parlement de la rivière d'Ourouveni, un des aspects du projet Plasma. Plasma pour pollution aux microplastiques du lagon de Mayotte. Une collaboration entre le parc marin de Mayotte et l'IRD, lancée en 2022. Porté notamment par Christelle Chevalier, océanographe côtière physicienne, et Mathieu Leborgne, sociologue, le projet vise à mieux comprendre à la fois l'état de la pollution microplastique du lagon, mais aussi les effets de ces micropolluants sur le milieu. Ce que Plasma a d'innovant, c'est aussi qu'il mise sur les sciences participatives et implique collégiens, lycéens et étudiants mahorais. Je rejoins 3 d'entre eux, Hélène Ziz, Alima et Azra, tout près du collège de Passameinti, où ils réalisent des prélèvements d'eau dans la rivière Gouloué. Donc là, ils sont en train de prélever 1 litre d'eau avec une bouteille en verre dans la Gouloué, la rivière. Oui. Ils la versent sur le tube en PVC qui a les filtres de 450 micromètres au-dessus et le 300 en dessous. Avec les filtres, nous allons les ramener en salle de TP et à l'aide d'un microscope, on va compter le nombre de particules de microplastiques qu'on a. Parmi les études que vous avez déjà fait, les prélèvements que vous avez déjà fait, c'était quoi par exemple le nombre maximum de microplastiques que vous avez retrouvé dans cette surface? Les études déjà passées, on avait une moyenne de 10 microplastiques par mètre cube d'eau par seconde. C'est beaucoup? Oui, c'est énorme quand même. 10 microplastiques par mètre cube d'eau et par seconde, c'est même pas une minute, c'est par seconde, c'est énorme. C'est inquiétant de temps donné que oui, le microplastique cause beaucoup de dégâts. Et dernièrement, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'on trouve même du microplastique dans des fœtus. Et ça a des conséquences sur le cerveau. Et c'est très, très problématique. Le lieu est très beau. Il y a des bambous partout qui couvrent la rivière. Et c'est à la fois très beau avec des libellules rouges, jaunes, des papillons et jonché de détritus, des sacs plastiques, des bouteilles, des vêtements, des chaussures. Et aux 4 coins de la rivière, il y a des gens qui font leur lessive et qui lavent le linge dans l'eau de la rivière. Est-ce qu'elles savent si l'eau est propre ou pas? Est-ce que mon jeune enfin, à le mono imagine son rara ou carara? Pour eux, ils supposent que l'eau n'est pas polluée parce que elle est transparente, oui, elle est claire. Elle n'est pas boueuse, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement.
par rapport à plasma, ce qu'on a appris que l'eau, elle peut être comme ça, mais elle peut être très toxique parce que justement l'eau de Javel, c'est transparent. Et du coup, ceux qui utilisent l'eau de Javel, il y a les toxines qui rentrent dans la rivière et du coup, l'eau est pas, on voit qu'elle n'est pas polluée, mais elle est très polluée. C'est une question qui est très importante en vue de la situation des crises d'eau qu'on a à Mayotte. Si en plus le peu d'eau qu'on a est pollué, ça peut poser énormément de problèmes parce qu'en soi, les gens vont se diriger vers les bouteilles en plastique, les packs d'eau, et c'est dangereux pour la santé. Donc, il faut mieux prendre soin de nos eaux à nous qu'on a déjà dans nos rivières, en prendre soin et essayer de la préserver en meilleure santé le maximum possible. Et oui, parce que tout ce qui pollue la rivière finit ensuite dans l'océan. C'est le principe du continuum terre-mer. Dans le sud de l'île, à Kanikeli, les Mahoraises pratiquent la pêche au djarifa depuis des générations. Un savoir-faire ancestral, transmis uniquement aux femmes et qui leur offre un espace de liberté et de confidence. Des fois, le vent peut soulever les robes et tout ça, donc au moins s'il n'y a pas d'hommes, on est tranquille entre femmes. Mais depuis quelque temps déjà, ces parties de pêche à pied sont aussi l'occasion de constater l'ampleur de la pollution du lagon. Au moins, ça tient bien sur les rochers avec les chaussettes mouillées. Alors là, je suis avec Karani, Fatima et Chantefi. Elles sont sœurs et cousines. Elles m'ont prêté des chaussettes pour que je puisse les suivre dans l'eau sans me blesser. Et je les accompagne le long du rivage. Alors, qu'est-ce qu'elles font là? Les deux, en fait, sont des tireuses. En fait, elles vont tirer le djarifa et vont l'étaler dans l'eau. Et puis, quand le djarifa sera rempli d'eau, moi, je vais rabattre les poissons pour qu'on puisse les piéger dans le djarifa. Ah, voilà. Donc le djarifa, si on devait décrire, c'est un espèce de tissu filé. C'est un tissu de quelques mètres et comme vous allez voir là, on l'a bordé d'une ficelle pour permettre au djarifa en fait qu'on tire de chaque côté de bien s'étaler dans l'eau. Des fois on a des bouts de branches, plein de choses. Okay. Alors il y a quelque chose. Bouni. Ah, je vais prendre ça. Il y a des petits poissons qui frétillent là. Mais il nous arrive de pêcher des gros poissons aussi. Hein. Ah ouais? Ah oui, il nous arrive de pêcher des poissons qui ont une fois 5 kilos. Oui. Ah ouais. Ça nous arrive, c'est rare, mais ça nous arrive quand même. Ouais. On voit beaucoup de plastique, hein. Ouais. De plus en plus. Préserver la pêche au djarifa, il faut commencer par préserver, je pense, les habitats en fait, qui soutiennent cette pêche. Je pense qu'il n'y avait pas du tout de mangroves dans les environs, s'il n'y avait pas du récif un peu plus loin, donc on n'aurait pas pu pêcher parce que les poissons, ils sont comme nous, les êtres humains, ils ont besoin d'un endroit pour se nourrir, en fait, d'un endroit pour s'abriter et puis pour pouvoir grandir. Donc, je ne sais pas, peut-être sensibiliser les gens pour les espèces qui peuvent grandir, pour que les pêcheurs puissent les laisser grandir. Et puis, ce qui nous importe, c'est qu'on puisse pêcher, qu'on ne nous laisse pas, qu'on ne nous interdise pas. Je pense que l'être humain peut s'adapter. Le lagon de Mayotte, joyau de l'archipel, subit plusieurs pressions. Celle des humains qui polluent la terre, mais aussi celle du réchauffement climatique. En 2024, un épisode de blanchissement hors norme a frappé le récif. Couplé au cyclone Chido, il a entraîné une mortalité moyenne cumulée de 66% des coraux. J'ai eu la chance d'embarquer à bord de Nyamba, le catamaran de l'association Deep Blue Exploration. Sentinelle du vivant sous-marin, Gabriel Baratieu et ses équipes, passionnés de plongée et de photographie, explorent les fonds marins de l'archipel jusqu'à parfois 150 mètres de profondeur. Et bien voilà. Alors, c'était comment? C'était beau. Le corail vivant est bien vivant. La couleur revient. Il y a aussi pas mal de... Je vais fermer ça. De coraux mous qui avaient disparu et qui reviennent là. Donc là, c'est le corail beau, le corail qui est vivant est vraiment très beau. Pour rendre visible et accessible au plus grand nombre les trouvailles du fond de l'eau, Gabriel Baratieu a un outil de prédilection, son appareil photo, un énorme dispositif équipé de bras articulés qui lui permet de capturer les détails colorés des profondeurs.
Vous avez plongé là après Chido, donc autour de janvier. Et alors, comment c'était et comment c'est maintenant à plusieurs mois d'écart ? Il n'y avait pas de coromou, tu vois, ça c'est des coromous. Donc tout ça il n'y avait pas, mais c'était avant Chido, depuis le blanchissement. Là ils sont revenus, donc ça ramène de la couleur et de la vie. Les tabulaires qu'on avait vus encore debout sont toujours là. Tu vois, c'est un petit patch corallien là. C'est vrai qu'on dirait un peu un tableau. Ouais, ça tu vois, dans quelques années c'est l'explosion de vie tout autour, quoi. On observe que ça y est, les repousses sont déjà là, la nature a quand même de la résilience et de la résistance, donc on est en train de surveiller ça de près. En fait, c'est la fréquence et l'intensité de ces phénomènes qui a tendance à augmenter. Et c'est ça qui est vraiment préjudiciable pour les écosystèmes récifaux, parce que d'eux-mêmes, ils se régénèrent tout seuls. Mais bon, s'ils n'ont pas le temps de se régénérer, c'est là où ça va poser problème. Ça sert à quoi d'explorer ? Question bête, mais pourquoi vous avez senti la nécessité d'aller explorer ces zones qui, pour l'instant, ne le sont pas ? Parce que déjà, c'est grisant l'exploration. Enfin, moi, j'adore ça, déjà, d'une part. Et de deux, c'est pour mieux connaître le territoire, en fait. Donc, ce qui est vrai, on connaît mieux la Lune, par exemple Mars, que le fond de nos océans. Mieux connaître la région, les fonds marins, c'est aussi pouvoir mieux la protéger. On fait de l'exploration, de la science et de l'éducation, quoi. Les trois sont intimement liés, quoi. Si on fait de la science juste pour faire de la science, ça sert à rien. Il faut aussi sensibiliser derrière et permettre à tout le monde de mieux comprendre ce qu'il y a sous l'eau. Ah, franchement, belle plongée. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une belle plongée comme ça. Du fin fond des abysses au creux des rivières, dans les racines du sol et jusqu'à nos bouteilles, l'eau engendre la vie. La protéger, connaître son fonctionnement et ses atouts, c'est aussi se protéger. Je suis Lola Fourmi et vous venez d'écouter Mayotte, le défi de l'eau, un épisode du podcast L'eau, notre bien commun, pour Outre-mer la première. Coécrit par Lola Fourmi et Léa Coulard et produit par Natif. La musique est composée par Damien Talavera et la direction éditoriale est de Fabrice Auchard et Célia Cléry.